À 2 pas de la place de la République, dans le cœur de Paris, cette boutique branchée a décidé de remettre à l'honneur un produit vieux comme le monde. On a ouvert tout un espace entièrement dédié à la cosmétique et au savon solide en particulier, parce qu'il y avait une très très forte demande. J'ai été attirée par l'odeur. Du coup, je suis venue regarder ce que vous aviez de beau, voir s'il y a des jolis savons, parce que je vois qu'il y en a plein, plein de tailles, plein de couleurs, plein de saveurs différentes. C'est Elsa, l'une des propriétaires, qui s'occupe de choisir les produits. Il y a énormément de marques qui nous ont proposé leurs produits. On a fait une sélection, bien sûr, rigoureuse, selon nos critères. Et là, on a une bonne vingtaine de marques françaises et quelques marques étrangères. On en trouve de toutes les couleurs et toutes les gammes. Mais ici, une seule règle. Le savon est de qualité, toujours écolo et sourcé. Il y en a aussi en grande surface, mais on soupçonne que c'est pas la même qualité. Et ici, je viens justement pour aller vers des produits un peu plus niches, un peu plus qualitatifs. Si vous avez la peau sèche, il y en a un qui est vraiment très spécifique. Vous avez à l'intérieur du beurre de karité qui va vraiment hydrater votre peau et en plus des huiles essentielles qui vont apporter davantage de nutrition. Donc ça, c'est vraiment un savon intéressant. Il est à 11 €, donc c'est un savon un petit peu cher, mais il est quand même plein de propriétés intéressantes pour vous. Entre 4,70 € et 18 € le savon, le haut de gamme se paie. Ici, le savon, produit de base par excellence, se fait article de luxe. Mais il a de solides arguments pour convaincre, notamment face à son principal adversaire, le gel douche. Pour un gel douche, vous avez dans le conventionnel 80% d'eau, alors que dans un savon, vous avez 100% d'agents actifs. Évidemment, beaucoup moins d'emballage, moins de plastique. Notre peau, on l'a tout le temps. Enfin, c'est un truc que je porte tous les jours, donc je me dis, mettre un peu plus pour l'entretenir, ça peut être un bon investissement, quoi. Une fois qu'on l'utilise, quand même, on ne peut plus s'en passer. C'est ça un peu le danger du savon. Et ça marche. Les clients se laissent tenter et les affaires tournent bien. J'ai pris 2 savons à froid et un savon de Marseille parfumé. Et j'en ai pour une vingtaine d'euros. Les ventes sur les savons solides sont vraiment en croissance, mais permanente. Et que vous reviendrez. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Savon à froid, savon de Marseille, savon sur gras, savon dermatologique. Entre toutes ces appellations, on s'y perd un peu. Plus de 45 millions de savons solides sont vendus chaque année en France. Un marché qui pèse près de 100 millions d'euros. Un Français sur 4 utilise du savon solide, qui pour un prix équivalent va durer en moyenne 3 fois plus longtemps qu'un gel douche. Et contrairement à ce dernier, il ne nécessite que très peu d'emballage. Des arguments qui pèsent pour des consommateurs de plus en plus soucieux de leur impact environnemental. Mais du petit artisan au gros industriel, 2 mondes se font face. L'immense majorité des savons qu'on retrouve dans la salle de bain des Français n'a plus grand-chose à voir avec les terroirs de Provence. Mais beaucoup avec des matières premières venues du bout du monde, à la réputation souvent sulfureuse. Alors, pourquoi un tel engouement pour les savons solides? Derrière le marketing, qu'y a-t-il vraiment dans nos savons? Sont-ils bons pour notre santé? Qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix? Et peut-on encore trouver du savon vraiment français? Plongé au cœur d'un monde pas toujours aussi propre qu'il n'en a l'air. Quand on parle de savon en France, c'est ici qu'il faut forcément débuter. Tout le monde connaît le fameux savon de Marseille. Pour le découvrir, direction Salon de Provence, à 40 km de Marseille. C'est là qu'est installée la savonnerie Marius Fabre. Dans cette usine, on fabrique encore le savon à l'ancienne. Jean-Pierre est maître savonnier. Presque 30 ans que sous le même regard bienveillant, il travaille au chaudron. Et là, on est en train de faire bouillir la pâte de savon. Là. Voilà, là, le bout, petit à petit, tranquille. Ce qui se passe ici,
C'est la clé de la fabrication du savon. Un procédé tout simple au nom compliqué. La saponification. En mélangeant un corps gras, comme de l'huile, avec de la soude, une réaction chimique naturelle se produit. On obtient une pâte au pouvoir lavant miraculeux, le savon. Mais cette réaction prend du temps. Les industriels ont donc trouvé une astuce pour l'accélérer, la faire chauffer. Ils peuvent ensuite rajouter des additifs, parfums et colorants. Mais face à ce chaudron, ici pas question de parler d'additifs. La vraie recette du savon de Marseille est célèbre pour sa simplicité. Ah ben là, vous n'avez que des huiles végétales, du sel, de l'eau et de la lessive de soude. C'est tout ce qu'il y a. Sans parfum, sans colorant, pur végétal. La pâte va cuire pendant une dizaine de jours, où elle ressemble plutôt à cette drôle de boue verte. Tous les jours, elle change d'aspect. Au début, comme il y a un peu de soude, elle va sauter quand elle bout. Puis après, au fur et à mesure des lavages, elle va se grainer, elle va devenir lisse après. C'est Julie Bousquet-Fabre qui dirige aujourd'hui cette entreprise familiale, fondée par son arrière-grand-père. Cette savonnerie s'est transmise de génération en génération dans notre famille. Donc c'est maintenant ma sœur Marie et moi qui sommes à la tête, donc 4e génération, les arrière-petites-filles de Marius. Le savon de Marseille connaît ces dernières années un véritable renouveau dans le cœur des Français, grâce à son image de produit authentique et naturel. On observe une augmentation de la demande en savon de Marseille. Petit à petit, les consommateurs se reconvertissent. Ils ont essayé les produits chimiques pour la maison et maintenant ils reviennent aux produits naturels. La savonnerie produit environ 1000 tonnes de savon par an, dont ces 2 cubes emblématiques vendus 4 € les 400 grammes. Le vert à l'huile d'olive et le beige à l'huile de tournesol. Jean-Pierre, Nicolas, comment ça va? Ça va? Ça va? Tout se passe bien? Oui, oui, c'est... Après une dizaine de jours de cuisson, il faut vérifier que la pâte est cuite. Il est beau là. Il est beau. Chez les maîtres savonniers, c'est une tradition. On goûte la pâte pour vérifier qu'elle n'est pas trop acide et s'assurer que la saponification est finie. C'est bon, le savon peut être coulé. On le verse dans des grands bacs où il va refroidir et se solidifier. Je prends une jauge et je l'enfonce dans le savon pour savoir à peu près le niveau qu'il faut arrêter pour que le pain soit à bonne hauteur pour après qu'il puisse être coupé correctement. C'est l'huile utilisée qui donne à la pâte cette couleur vert sombre. C'est de l'huile de grignon d'olive, issue de la 2e pression des résidus de pulpe et de noyaux d'olive, qui a une couleur très sombre. L'huile d'olive, elle ne vient plus depuis longtemps de Provence, parce qu'en Provence, l'huile d'olive, elle est valorisée en huile de cuisine, en huile de table. On pourrait très bien utiliser de l'huile d'olive 100% provençale, comme au XVIIe siècle. Et là, c'est pas 4 € le savon 400 grammes que je vous vends, c'est 10 fois plus, quoi. C'est en Espagne qu'il faut aller chercher cette huile de grignon, car elle n'est plus du tout fabriquée en France. Mais l'olive n'est pas la seule base de ce savon. Dans le savon de Marseille à l'huile d'olive, grosso modo, on va dire que vous avez 80% d'huile de grignon d'olive et 20% d'huile de copra. L'huile de copra, elle est intéressante parce que justement, c'est vraiment elle qui fait mousser le savon. Et les consommateurs, ils aiment bien quand ça mousse puisqu'ils ont l'impression que ça lave mieux, ce qui est complètement indépendant. L'huile de copra, une huile issue de la noix de coco, qui elle vient d'Asie. Une fois séchée, la pâte peut partir à la découpe. C'est Gilbert qui prépare ces grosses barres de 2,5 kg qui s'apprêtent à faire un long voyage. La production va partir au Japon parce que c'est notre principal client et que les Japonais adorent le savon de Marseille. Et le savoir-faire artisanal, c'est un honneur presque parce que c'est quand même, on représente la France.
Et en plus, on représente la Provence aussi, donc c'est quand même une fierté. Car le savon de Marseille est une véritable star à l'étranger. La société exporte dans plus de 40 pays et réalise un quart de ses ventes à l'international. Au début du XXe siècle, la savonnerie était la première activité à Marseille. Une centaine de fabriques produisaient jusqu'à 180 000 tonnes de savon par an. Plus de 4 fois la production totale de savon en France aujourd'hui. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les détergents de synthèse commencent à inonder le marché. Les lessives en poudre d'abord, puis les gels douche. Perçus comme plus modernes et plus efficaces, ils viennent reléguer le pain de savon au rayon des vieilleries. Les ventes s'effondrent et les usines marseillaises ferment les unes après les autres. Aujourd'hui, les savonneries qui le fabriquent encore de manière traditionnelle ne se comptent plus que sur les doigts d'une seule main. Pourtant, l'appellation savon de Marseille, elle, se retrouve encore partout dans le paysage. Et notamment sur les marchés de Provence qui attirent des millions de touristes chaque été. C'est un véritable feu d'artifice. Des savons de toutes les couleurs, à tous les parfums et de toutes les formes. J'ai à peu près 120 parfums. Donc il y a un peu de tout. De la verveine, citron vert, huile d'olive, cannelle, jasmin, menthe, romarin, thym, cerise, lavande, avec couleur, sans couleur, avec fleurs, sans fleurs. Des savonnettes parfums framboise, citron ou morito, pourtant étiquetées savon de Marseille. On trouve même des gros cubes violets qui imitent le traditionnel, mais parfumés à la lavande. On est loin du savon de Marseille authentique, sans colorant ni parfum. Seulement voilà, rien d'illégal dans toutes ces pratiques. Car l'appellation savon de Marseille n'est pas officiellement protégée. Depuis une dizaine d'années, 3 associations de producteurs se livrent une véritable guerre pour faire reconnaître leur définition du savon de Marseille par une IGP, indication géographique protégée. Mais la justice refuse de trancher. Et le terme « savon de Marseille » veut aujourd'hui un peu tout et rien dire. On le retrouve très souvent d'ailleurs sur les savons industriels vendus dans nos supermarchés. Chez les savonniers, le sujet est sensible. Julie est donc sur ses gardes quand on lui demande ce qu'elle pense des savons industriels qui prennent le nom « savon de Marseille ». C'est pas de la saponification pour vous, ça? Non, mais parce que ça tourne, donc je peux pas dire ça comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fabrique notre savon en respectant les étapes du procédé marseillais. Et donc, on a des rendements, bien sûr, plus faibles que dans une fabrication industrielle où il vous faut juste quelques heures pour fabriquer un savon. C'est pas la même chose, mais après, il y a des bons savons partout, mais c'est juste pas le même savon. Du coup, pour le consommateur, difficile de s'y retrouver. Surtout pour ces touristes étrangers, à la recherche du fameux savon de Marseille, mais qui se ruent sur ces savonnettes qui sentent fort le parfum de synthèse. C'est un bon produit, avec de l'huile, bon et naturel. Oui, c'est un produit naturel. Du moins, je pense. Moi, j'utilise du savon plus commercial, avec des produits chimiques et tout. Et j'ai acheté du savon de Marseille. Je l'ai pris comme ça, mais c'est écrit bio, fait que peut-être c'est avec des produits naturels. À voir. Mais que contiennent vraiment ces savons? Avec cette étiquette, par exemple, impossible de le savoir. Il y a juste une mention mystérieuse, Vegetal Oils, huile végétale. Et ce n'est pas côté commerçant qu'on vous en dira plus, car on entretient savamment la confusion en mettant en avant des composants nobles, sans jamais évoquer l'ingrédient principal. Huile argan et avec l'huile d'olive aussi. Avec de l'huile d'olive de Provence? Oui. C'est fait à base d'huile de coco et d'huile d'olive. Et on n'hésite pas à en rajouter un petit peu. Je fabrique quelques savons, mais j'ai pas le temps de tout fabriquer. Impossible à vérifier. Mais toutes ces savonnettes colorées sont normalement fabriquées dans des usines, par des industriels. Exactement comme les savons qu'on retrouve dans les rayons de la grande distribution. Mais alors, avec quoi tous ces savons industriels sont-ils vraiment fabriqués?
Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons demandé l'avis d'un expert. Laurent Bousquet est consultant et formateur dans le domaine du savon. Nous avons rassemblé pour lui un échantillon des savons qu'on trouve couramment dans le commerce. Pour passer la barrière du marketing, il faut savoir déchiffrer les étiquettes. Ce n'est pas si compliqué et souvent très instructif. On va utiliser le mot anglais du corps gras terminé par -ate. Ça veut dire que si je fabrique mon savon avec de l'huile d'olive, on va retrouver sodium olivate. De la graisse de bœuf, en anglais ça se dit tallow, et on va donc retrouver sodium tallowate, et ainsi de suite. Vous avez bien entendu, de la graisse de bœuf. Appelé suif, c'est l'un des corps gras les plus utilisés en savonnerie. Mais pour le consommateur, se laver avec un produit à la graisse animale peut paraître écœurant. Les industriels l'ont bien compris et savent se faire discret. Prenons l'exemple de ce savon d'une grande marque, étiqueté « Savon de Marseille ». Nous avons là un savon qui met en avant l'huile d'olive. Et alors quand on va regarder la composition de ce savon, on voit que celui-ci est fabriqué à partir de suif de bœuf. Plus un ingrédient est loin dans la liste, moins il sera présent dans le produit. Et pour retrouver l'huile d'olive dans ce savon, il faut descendre à la 7e place. Il y en a moins de 1%, voire même peut-être moins de 0,5%. Vous voyez, quand on voit cette étiquette, on a l'impression que c'est le constituant principal. Il faut bien donner envie aux consommateurs d'acheter le produit. Mon ingrédient principal, c'est du suif de bœuf. Ça fait un très bon savon. Mais si je mets une vache sur le produit, il se vendra moins bien. Depuis les années 1990, une nouvelle tendance s'est donc imposée sur le marché. Les savonniers ont toujours utilisé les matières premières qui étaient disponibles à côté de chez eux. Donc la savonnerie française utilisait énormément ces graisses animales. Après la crise de la vache folle, il y a toute la cosmétique qui a abandonné les produits d'origine animale pour vendre le végétal. Donc petit à petit, l'huile de palme a remplacé les graisses animales. L'huile de palme. On ne la retrouve donc pas que dans la pâte à tartiner, les chips ou les glaces. Aujourd'hui, elle est de loin l'ingrédient le plus utilisé en savonnerie à travers le monde. On la repère sous l'appellation sodium palmate. C'est avec elle que sont fabriquées les fameuses savonnettes de marché, par exemple. Car elle a un avantage majeur. L'huile de palme est le corps gras le moins cher aujourd'hui sur la planète. Il doit être coté en ce moment à moins de 1 € du kilo. C'est cette huile de palme qui permet aux fabricants de mettre une mention comme 98% naturel sur leur savon. Pourtant, vous ne la verrez jamais mise en avant sur les emballages. Car l'huile de palme fait aujourd'hui polémique pour son impact environnemental là où elle est cultivée, en Asie du Sud-Est. Pour mieux comprendre, nous avons donc décidé de nous rendre sur place pour voir comment la savonnette des Français était fabriquée. Direction l'Indonésie, à plus de 10 000 km des savonneries françaises. C'est le champion mondial de l'huile de palme. Le pays en produit 45 millions de tonnes par an, l'équivalent de 15 fois la production mondiale d'huile d'olive, par exemple. Ici, le sujet est particulièrement sensible car les enjeux sont énormes. L'huile de palme fait vivre 16 millions d'Indonésiens et les autorités savent qu'elle a mauvaise presse en Occident. Après plusieurs mois d'enquête, une société a pourtant accepté de nous ouvrir ses portes. Musim Mas, l'un des géants de la palme dans le pays. L'entreprise a accepté nos caméras à condition d'encadrer strictement le tournage. Service de communication omniprésent et intervenants triés sur le volet. Les seuls employés que nous pourrons interviewer sont des cadres occidentaux. Parmi eux, l'Australien Rob Nichols, 20 ans d'expérience dans la palme. Cette parcelle fait environ 29 000 hectares, dont 23 500 sont plantés. À elle seule,
Cette plantation représente donc une surface équivalente à 2 fois la taille de Paris. Le palmier à huile est un arbre miracle, capable de produire tout au long de l'année. Quand les grappes prennent cette teinte rouge-orange, c'est qu'elles sont mûres pour la récolte. Avant de récolter une grappe, il faut qu'on voit 5 grains tomber par terre. C'est là que le ratio d'huile est maximal. C'est en écrasant ces fruits, très riches en lipides, qu'on obtient l'huile de palme brute. C'est de là que vient l'huile. Vous voyez cette couleur jaune là? Ça veut dire que le fruit est mûr. Et à l'intérieur, il y a le noyau. Depuis la plantation, les grappes sont transportées jusqu'à des grandes usines qu'on appelle moulins. La récolte est amenée au moulin pour y être traitée le plus rapidement possible, en règle générale dans les 24 heures. Ici, on peut produire jusqu'à 300 tonnes d'huile de palme brute chaque jour. C'est là que les fruits sont pressés pour obtenir la précieuse huile. À haute température, elle est liquide. Mais quand elle refroidit, l'huile de palme devient presque solide, ce qui la rend parfaite pour fabriquer le pain de savon. Avec les noyaux, on peut fabriquer une autre huile, l'huile de palmiste, qui a de fortes propriétés moussantes. On la retrouve sur les étiquettes sous le nom sodium palm kernelate. Et c'est le grand avantage du palmier pour les savonniers. Il peut fournir seul les 2 huiles pour fabriquer le savon parfait. L'huile de palme est produite dans des immenses espaces de monoculture, jugés très mauvais pour la biodiversité. C'est le cœur du problème. Pour libérer de l'espace et planter toujours plus, il a fallu raser les forêts. En à peine 20 ans, 3 millions d'hectares de forêts primaires ont été coupés en Indonésie pour planter de la palme. Une surface équivalente à celle de la Belgique. Depuis une quinzaine d'années, des voix s'élèvent pour dénoncer ce système, avec une audience grandissante. Farouiza Farhan est l'une des figures de la lutte contre la déforestation dans le pays. Quand des millions d'hectares de forêts sont transformés en plantations d'huile de palme en monoculture, détruisant l'écosystème et l'habitat de la faune sauvage, c'est la pire chose que l'on puisse faire. Une espèce emblématique de l'Indonésie est particulièrement touchée par ce problème. L'orang-outan, un grand singe menacé aujourd'hui d'extinction par la déforestation. On estime qu'il y avait entre 30 et 50 000 orang-outans dans la nature dans les années 1990. On pense qu'il reste aujourd'hui 13 000 orang-outans à Sumatra. Ça peut paraître beaucoup, mais si leur habitat continue de rétrécir, leur nombre va diminuer. Et c'est pareil pour d'autres espèces emblématiques de Sumatra. Tigres, éléphants, rhinocéros, tous sont menacés d'extinction. Le sort tragique de ces mammifères, associé à l'extinction de l'huile de palme, a largement ému la planète. Et ça, les producteurs l'ont bien compris. Ils ont créé une sorte de label pour l'huile de palme éthique, le RSPO, qui depuis 2018 interdit totalement la déforestation. Moussim Mas, la multinationale qui nous accueille, est membre du comité exécutif du RSPO et se veut une société modèle en la matière. Elle affirme ne plus rien avoir déforesté depuis 2016. On ne plante plus de nouvelles zones, mais on augmente les rendements de celles déjà plantées. Le problème, c'est que le pays compte des millions d'autres cultivateurs, dont certains continuent parfois de déforester illégalement. Les grandes multinationales de la palme, qui se savent observer, font tout désormais pour éviter de se trouver impliquées. Certaines sociétés ont vraiment pris des mesures pour améliorer leurs méthodes et cesser de déforester. Mais beaucoup d'entre elles continuent de s'approvisionner auprès de plus petits exploitants qui, eux, pratiquent la déforestation.
Les géants de la palme ont des besoins tellement immenses en huile, pour fabriquer des produits comme le savon notamment, que leur propre production ne leur suffit plus depuis longtemps. Plus de 85% de l'huile transformée par Moussim Mas, par exemple, provient de fournisseurs externes. Ça représente plusieurs centaines de milliers de producteurs indépendants. Une chaîne d'approvisionnement complexe, difficile à maîtriser. C'est très important pour notre réputation de ne pas travailler avec des plantations illégales. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour contrôler la traçabilité et savoir d'où viennent les récoltes. Un rapport récent de l'ONG Rainforest Action Network a montré que des grandes entreprises, comme Moussim Mas, continuent d'acheter la production d'exploitants qui pratiquent la déforestation. David Gaveau est un scientifique spécialisé dans la télédétection. Il a développé un logiciel qui permet, grâce à l'imagerie satellite, de surveiller la déforestation. Il a voulu nous montrer le cas de Rawalsinkill, une réserve de biodiversité encore préservée qui abrite la plus forte densité d'orang-outans du pays. Ici, ce qu'on voit, c'est les limites de la réserve naturelle Rawalsinkill en vert, et les zones en rose sont les endroits où la forêt a été coupée dans l'année écoulée. L'année 2022 a été assez mauvaise pour cette réserve. Il y a eu une percée de déforestation. On voit dans le nord et puis aussi dans cette zone-là. Plusieurs ONG donc sont allés sur le terrain et ont lancé des campagnes d'investigation sur le terrain et ont montré que, par exemple, les gens qui coupent dans la réserve naturelle sont aussi des producteurs d'huile de palme qui ont des plantations à l'extérieur de la réserve et fournissent certains gros acheteurs, des gros traders, comme Moussim Mas, comme Wilmar. Indirectement, Moussim Mas s'est trouvé un petit clé dans la déforestation dans la réserve de Rawalsinkill. La plupart des grandes sociétés de la palme en Indonésie se sont retrouvées compromises dans des cas similaires de déforestation illégale. Moussim Mas est loin d'être un cas isolé. Olivier Tichit est directeur du développement durable chez Moussim Mas. Pour nous, c'est jamais agréable de découvrir qu'il y a eu un peu de déforestation qui soit rentrée dans nos chaînes d'approvisionnement. Ça reste très marginal si on regarde par rapport aux quantités que nous achetons. Nous essayons de faire en sorte que les gens changent leurs pratiques, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, nous demandons à ce qu'ils soient exclus de notre chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas l'huile de palme brute qui va être exportée pour fabriquer le savon. Elle est d'abord envoyée dans une immense usine oléochimique pour être transformée. L'huile brute va d'abord être raffinée, ensuite elle sera fractionnée, et après ce sera la saponification, donc la fabrication du savon, tout ça à l'intérieur de l'usine. Ici, on est bien loin des chaudrons marseillais. Tout se passe à l'intérieur de ces machines. Le procédé est complètement automatisé. La saponification ici est une saponification en continu. On mélange, on monte la température jusqu'à 130 degrés et la réaction peut commencer à ce moment-là. Grossièrement, on va dire qu'il faut environ 2 kg d'huile de palme pour faire 1 kg de savon. Cette technique industrielle permet de fabriquer plusieurs tonnes de savon par heure, en comparaison aux 15 tonnes produites par le chaudron marseillais en une semaine. Mais en bout de chaîne, surprise, ce ne sont pas des pains de savon qui sortent. Ces copeaux étranges sont des bondillons, soap noodles en anglais. C'est le procédé que les industriels ont trouvé pour exporter le savon partout à travers le monde. Cette formule de bondillon est la plus répandue, la 80-20. 80% huile de palme, 20% huile de palmiste. En 2 mots, 100% de palme. L'exportation des nouilles de savon, des bondillons, se fait dans des grands sacs qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Le marché du bondillon, le marché de la nouille de savon est assez compétitif. Nous n'avons pas de marché particulièrement fixe. Nous exportons à peu près partout dans le monde. Ça peut aussi bien aller au Moyen-Orient qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Europe. Le marché mondial des bondillons représentait plus d'1 milliard de dollars en 2021 et ne cesse de croître. Quant à l'huile de palme, la consommation mondiale pourrait être multipliée par 3 d'ici 2050. On ne peut pas demander aux gens d'arrêter de se laver, d'utiliser du savon.
Ou autre chose, hein, puisque l'huile de palme n'est pas que dans le savon, c'est dans toute une panoplie de produits. C'est comme si aujourd'hui, du jour au lendemain, on demandait aux gens d'arrêter de consommer du pétrole, hein, puisque voilà, toute la société fonctionne autour du pétrole. Ben, c'est un peu la même chose maintenant pour l'huile de palme aussi. Hein. Surtout que l'huile de palme a le plus fort rendement de toutes les huiles végétales. 4 tonnes d'huile par hectare. 6 fois plus que le tournesol, 15 fois plus que l'olive ou la coco. Si on devait remplacer l'huile de palme par autre chose, du coup, on aurait besoin de beaucoup plus de terre qu'actuellement. Donc c'est pas la solution en fait. La solution est de remplacer les monocultures intensives d'huile de palme en agroforêt, c'est-à-dire d'intercaler des arbres forestiers entre les plantations d'huile de palme afin de rendre les plantations plus viables pour la faune et la flore. Même si les choses sur le terrain s'améliorent lentement, l'huile de palme qui sert à produire nos savons reste donc très éloignée de ce schéma. Si le label RSPO, qui prône une huile de palme éthique, est critiqué pour ses insuffisances, il fait pour l'instant figure de moins mauvaises solutions. De retour en France, nous avons voulu voir comment les choses se passent de l'autre côté de la chaîne, chez ceux qui vont transformer ces bondillons en savon. Nous avons sollicité plus d'une vingtaine d'industriels pour leur demander de nous ouvrir leurs portes. Tous nous ont donné la même réponse. Je vous rappelle, je suis dans la réunion, je vous rappelle. Pour aller tourner des images là-bas, malheureusement, ça va pas être possible pour cette fois-ci. Je vais être sincère avec vous, je suis pas très emballé par l'idée. Oui, mais je pense que monsieur, on vous a répondu. D'accord, mais donc on en reste là. D'accord. Mais pourquoi Je vais pas me justifier, monsieur. D'accord. Ok. Est-ce que je peux peut-être vous dire en 2 mots un petit peu de quoi il... Visiblement, le sujet est extrêmement sensible et les marques n'ont aucune envie de montrer comment elles fabriquent leur savon. Mais après plusieurs mois d'enquête, un industriel a finalement accepté de jouer le jeu de la transparence. C'est en Provence, la région historique du savon Made in France, qu'est installée la savonnerie de Haute-Provence, fondée par Daniel Margot il y a plus de 20 ans. Bonjour Ousmane, ça va? Ouais, t'es sur Ici, on est sous-traitant. On fabrique des savons pour plus de 120 clients différents, allant de la grande distribution aux plus prestigieuses marques du luxe français. Et la matière première, c'est le fameux bondillon. Le bondillon, c'est un peu la farine du boulanger, ou plutôt la farine du savonnier. Rien que sur cette plateforme, vous avez 3 types de bondillons. Un bondillon classique, le Palme 80-20 qui vient d'Indonésie. Un autre bondillon qui vient de Grèce, celui-ci, et qui est organique et sans aucune trace de palme. Et puis ensuite, on en a un autre qui vient de Colombie, celui-ci, et qui est avec de l'huile de palme, mais qui est certifié EcoCert, qui est certifié Cacher et qui est certifié RSPO. Ça veut dire que vous seriez venu il y a 10 ans ici, vous n'aviez que le premier. Aujourd'hui, le monde est en train de se transformer et rien que sur cette plateforme, on démontre facilement qu'on a 3, 4, 5 bondillons différents. À cause de la mauvaise image de l'huile de palme, de plus en plus de clients de Daniel lui demandent maintenant de la retirer de leur formulation. Mais le bondillon palme reste de loin le plus utilisé. On a des clients qui arrivent en disant « je veux du sans palme, je veux du sans palme, je veux du sans palme ». Très bien, on fait des prix. Après avoir fait les prix, on peut peut-être accepter du palme. C'est évident que par rapport à une huile rare, le prix de l'huile de palme va rester toujours plus compétitif. Le cœur du métier de cette usine, c'est de transformer ces bondillons en pain de savon, en y ajoutant parfum et colorant. Je vais charger mes copeaux de savon dans le mélangeur, 100 kg. Première étape, rajouter les additifs au bondillon. Pour ce client italien, un parfum lavande, un peu de miel et un colorant violet. Pour 100 kg de bondillon, cette petite quantité suffit. Car dans un savon classique,
la base de Bondillon va représenter au minimum 95% du volume total. Le parfum entre 1 et 2% seulement, les colorants moins de 0,01%. Si le savon est dit enrichi, on trouvera quelques pourcents d'ingrédients prestigieux qui apportent plus de douceur. Glycérine, huile d'olive, lait d'amande, beurre de karité, etc. Ici, c'est la machine qui se charge de mélanger le tout. Les savonniers, moi je les définis comme les hommes les plus forts du monde, ou les femmes les plus forts du monde. Puisque essayer de faire ça dans votre salle de bain, ça n'existe pas. Pendant 1 heure, le morceau de savon va pouvoir être formé grâce à un moule et d'une forme carrée, on va sortir avec une forme hexagonale avec les gravures du client. Et voilà comment on obtient un savon estampillé Made in France à base de Bondillon asiatique. La savonnerie de Haute-Provence en fabrique près de 30 millions par an. Dans cette usine, pourtant, vous ne verrez produit aucun des savons des grandes marques que vous retrouvez généralement dans la grande distribution. Aujourd'hui, les marques les plus vendues en France appartiennent presque toutes à des multinationales qui font fabriquer leurs savons par des sous-traitants quelque part en Europe. Grèce, Turquie, Pologne. Le Bondillon de savon est le même, mais les coûts de production n'ont rien à voir. Les normes de fabrication, par contre, restent, elles, globalement les mêmes à travers l'Europe, surtout au niveau des contrôles toxicologiques et sanitaires. C'est l'une des grandes inquiétudes du consommateur. Le savon est-il mauvais pour ma santé ? De nombreux Français ont pris l'habitude de scanner leurs achats avec des applications qui leur proposent d'en évaluer la dangerosité. Certaines marques mettent même en avant leur très bonne notation comme argument marketing. Nous avons demandé à notre expert, chimiste de formation, ce qu'il en pensait. Ces applications, elles ont le défaut de nous faire croire qu'elles vont pouvoir faire une analyse toxicologique fine, en nous disant, justement, est-ce que le produit il est bon ou il est mauvais sur la peau. Il faut savoir qu'il n'y a pas de produit mauvais pour la peau dans le commerce. La réglementation européenne est la plus stricte au monde. Les autorités de surveillance sont extrêmement vigilantes, donc il n'y a pas déjà de mauvais produits. Si l'on prend la plus célèbre d'entre elles, par exemple, elle a visiblement tendance à appuyer sa notation sur un critère unique, la présence d'allergènes. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est allergique à une substance que le produit est mauvais. Il ne va pas donner une allergie aux gens qui ne sont pas allergiques à cette substance. Les cacahuètes, c'est pas mauvais pour la santé, sauf si je suis allergique. Nous avons demandé à Laurent de scanner 2 savonnettes marseillaises parfumées. Sur celui-ci, nous avons une note de 79 sur 100. C'est une bonne note. C'est une bonne note, mais il est un petit peu pénalisé par la présence d'allergènes. Mais pour quelqu'un qui n'est pas allergique à ces composants, ce produit, il devrait être beaucoup mieux noté. Ici, on a une note de 100, donc il n'y a pas mieux, donc c'est au top. Et pourtant, c'est à peu près la même composition. La seule différence, c'est qu'ici, on a un parfum qui ne contient pas de substances allergisantes étiquetables. Il y a 26 substances allergènes qui sont soumises à étiquetage. Ça ne veut pas dire qu'il existe 26 allergènes sur la planète. Dans les années qui vont venir, la liste va passer de 26 à 84. Donc demain, je le rescanne, il se retrouve avec la même note que celui-là. Pourtant, la formule n'a pas changé. Bien souvent, le consommateur va prendre peur pour rien. Si un produit a une mauvaise note, c'est pas pour autant qu'il va vous rendre malade. Surtout que face à l'ampleur prise par le phénomène, les marques ont appris à s'adapter. Les fabricants, effectivement, à des fins marketing, vont formuler le produit spécifiquement pour avoir une bonne note. Ils vont faire des simulations, faire une formule et la tester dans les différentes applications. Quand ils auront une mauvaise note sur l'application, ils vont essayer de comprendre pourquoi, et puis enlever la substance. Mais il y a un critère que pourtant les applications peinent à prendre en compte. J'ai l'impression que l'environnement n'est pas intégré à l'heure actuelle dans ces applications. C'est pour cette raison, par exemple,
que tous ces savons remplis d'huile de palme, produite de l'autre côté de la planète, sont tous plutôt bien notés. Un produit peut être bien noté pour la peau et mauvais pour l'environnement, donc comment on pondère? J'ai presque envie de dire qu'il faudrait une deuxième application. Car si l'huile de palme est montrée du doigt, c'est surtout pour son impact environnemental. Mais que vaut-elle pour notre peau? Nous avons décidé de poser la question à une spécialiste. Séverine Lafaille est dermatologue. Nous l'avons interrogée sur les différents corps gras utilisés pour faire des savons. Pour la peau, l'huile de palme n'est pas un mauvais produit. Cette huile a des propriétés effectivement hydratantes, des propriétés antioxydantes. L'huile d'olive est un très bon produit aussi. Nous, on préfère l'huile d'olive qu'on utilise dans le savon de Marseille notamment. C'est composé de peu de composants, on n'est pas allergisant avec ce savon, donc les dermatologues ne sont pas opposés à son utilisation. Le problème, en fait, c'est surtout ce que les fabricants ajoutent à leur base saponifiée. Colorants, parfums et conservateurs notamment. Plus l'odeur est attrayante ou presque étonnante à la fraise, etc., plus c'est entre guillemets de synthèse, un peu chimique. Et là, vous allez pouvoir avoir effectivement des problèmes d'allergie qui peuvent se développer si vous l'utilisez de façon trop fréquente. Et c'est encore pire avec les gels douche qui peuvent être de véritables cocktails chimiques comparés au savon. Dans tous les cas, prudence. Un savon, finalement, agit comme un détergent. Il y a beaucoup de tensioactifs dans un savon et donc des lavages répétés et trop importants vont agir comme quelque chose d'irritant pour la peau. Donc il faut utiliser des savons qui ont des vertus sur grasse, hydratantes. Les savons sur gras sont des savons enrichis en huile ou en beurre qui vont permettre de mieux hydrater la peau. Pour simplement nettoyer la peau, la débarrasser des impuretés, mais tout en conservant le film hydrolipidique de la peau qui fait office de barrière cutanée. Puisqu'avant tout, la peau a une fonction barrière qui est absolument nécessaire pour protéger de toutes les infections et les agressions extérieures. Et pour cela, il y a un type de savon en particulier qui fait l'unanimité. Le savon à froid est une bonne technologie parce que vous n'allez pas chauffer l'huile et donc vous n'allez pas dénaturer les valeurs nutritives de ces huiles. C'est la grande tendance ces dernières années. Le savon à froid. Il y aurait plus de 1000 fabricants en France, la plupart des toutes petites structures très artisanales. C'est au cœur de la Corrèze que nous sommes allés à la découverte de l'une d'elles. Alan et Caroline ont ouvert leur savonnerie, le domaine de Tamara, il y a presque 10 ans. La particularité de leur savon, il est enrichi au lait d'ânesse. Comme tous les matins, la journée commence par la traite de leur troupeau, avec l'aide de leur employé Xavier. Mais c'est bien connu, les ânes sont parfois têtus. Quand elles ont décidé de pas faire quelque chose, elles le font pas. Et vu qu'elles font 250 kilos, nous on est perdants d'office. Pour pouvoir les traire, il faut donc être malin. Là on les nourrit en même temps, comme ça elles bougent pas, elles restent calmes. Elle est sympa, elle bouge pas du tout, quoi. Elle est vraiment cool. Et il ne faut pas en perdre une goutte, car ce liquide vaut de l'or. C'est un lait qui est très précieux, voilà. C'est un lait qu'on a du mal à obtenir. Une ânesse produit très peu, donc voilà, on va essentiellement le garder pour fabriquer nos savons et nos cosmétiques. Il est très riche, plein de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Il est parfait pour tous les types de peau et notamment les peaux à problème. La traite est terminée, direction le laboratoire pour la fabrication. Voilà. C'est bon, ça a été? Ça a été. Une bonne traite. Une bonne traite? Bon. Hop. Évidemment, ce n'est pas le lait d'ânesse qui sert de corps gras pour la saponification. Alors là, c'est du beurre de coco, beurre de karité, du cacao et de l'huile de macadamia qu'on a fait fondre. Le beurre de karité, reconnu pour ses vertus hydratantes, et le beurre de coco pour le côté moussant. À température ambiante, ils sont solides.
Ils sont certifiés bio, mais ne viennent pas de France. Même dans une ferme en pleine Corrèze, le savon 100% français demeure introuvable. On travaille en saponification à froid, hein, donc c'est le fait de ne quasiment pas chauffer les beurres et les huiles pour garder vraiment les vertus de chaque matière première. La réaction chimique va s'effectuer intégralement à température ambiante. C'est pour ça qu'on parle de saponification à froid. Voilà, c'est bon. Donc là, on peut lancer le savon. J'ajoute la soude dans les beurres et les huiles pour démarrer la saponification. Donc là, c'est parti pour 15 minutes. C'est bon. On va pouvoir passer à la suite. La pâte est prête pour l'ajout des additifs. Le couple commence par rajouter de l'huile de macadamia pour qu'il y ait un excès de corps gras dans le mélange, qu'il reste des matières grasses non saponifiées dans le savon, c'est-à-dire non transformées par la soude. C'est ça qu'on appelle un savon sur gras. Nos savons sont surgraissés à 8%, donc ça va vraiment laisser une pellicule douce sur la peau, ce qui permet vraiment beaucoup de douceur et d'hydratation pour chaque savon. Des huiles essentielles en guise de parfum, des pétales de calendula du jardin pour décorer, et enfin, le fameux lait d'ânesse qui vient rajouter de la douceur et hydrater la peau. La savonnerie, c'est un peu de la cuisine. À partir du moment où on va ajouter le lait d'ânesse, la pâte va durcir d'un coup. La concentration est extrême. Le but, c'est de ne pas en faire tomber. Donc, on est concentré. Donc, c'est très liquide, hein, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment liquide. Dans ces 22 moules, près de 500 savons au total. Après 24 heures, ces barres seront découpées en savons individuels de 90 grammes avant de sécher pendant 6 semaines. Ah, les gens ne se rendent pas compte, mais entre la traite, la fabrication jusqu'au découpage, c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'étapes avant de pouvoir se laver sous la douche. Reste qu'une question demeure. Existe-t-il du savon 100% français ? Contre toute attente, c'est à Paris, en plein cœur du 18e arrondissement, que nous avons finalement déniché l'exception. Dans la minuscule savonnerie Fleur de Sardine. Je travaille avec de l'huile de tournesol qui vient de Vendée, de l'huile de chanvre qui vient de Bretagne. C'est moins moussant que quelque chose d'industriel, mais ça reste quand même une texture agréable à utiliser. Forcément, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. On rogne beaucoup sur les marges quand on travaille en 100% français. Après, c'est des choix de vie. Voilà, je préfère faire moins de bénéfices, mais être plus en accord avec mes valeurs. Même à 8 € le savon de 100 grammes, la savonnerie d'Éléonore, ouverte il y a 2 ans, n'est pas encore très rentable. Pour partager sa passion, elle a donc eu l'idée d'animer des ateliers payants. Malo vient apprendre aujourd'hui à fabriquer lui-même son savon. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Première étape, peser avec précision les ingrédients. Et il ne faut pas se tromper. J'approche là dangereusement. L'important, c'est de ne pas mettre moins. Et forcément, il y a toujours un mauvais élève. Arrête! Ah, le con. C'est pas grave, c'est un mec qui me le fait. C'est pas grave. Il y a toujours un mec, ouais. On s'équipe pour éviter tout accident, car la soude est extrêmement corrosive. Comme l'huile de tournesol est liquide, pas besoin de la faire fondre. La saponification se fait entièrement à froid. Voilà. La pâte est prête. On va pouvoir mélanger avec les colorants. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de le refaire chez moi. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de manipuler la soude quand même. Je me dis que je suis content d'avoir quelqu'un qui m'encadre dans ces moments-là.
pense qu'une erreur est assez vite arrivée. Maintenant que tout est prêt, c'est l'heure de l'étape finale, la coulée du savon. Tu vas verser tout ton bleu ici, au milieu, sans t'occuper de le répartir. D'accord. Et gratte bien pour pas trop m'en laisser au fond, s'il te plaît, sinon ça va à la poubelle, c'est dommage. Ok. Bon, bah c'est parti. Hein. Je suis en train de mettre une seconde couche et je fais en sorte qu'elle ne se mélange pas à celle du dessous. Il faut y aller délicatement. On en retire un certain sentiment de devoir accompli. Hein. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, je suis content. Après quelques jours de séchage, les participants pourront venir chercher leur savon. Voilà le résultat que ça va vous donner. Je vous montre ici. Hop. Donc vous allez avoir un bloc de savon comme ça. Et vous pourrez le découper comme vous voulez. Avec ce bloc de 500 grammes, Malo va pouvoir se laver tous les jours pendant 5 à 6 mois avec un savon maison, naturel, bon pour la peau et 100% français. La prochaine fois que vous serez au supermarché, rappelez-vous que plutôt qu'un gel douche synthétique, polluant et rempli d'eau, il sera toujours mieux de se laver au savon solide, plus naturel et plus économique. Jamais l'offre n'a été aussi diversifiée et les possibilités aussi nombreuses de se laver en respectant sa peau autant que la planète. Il suffit juste de bien lire les étiquettes.